Bonjour à tous, bienvenue à notre dernier cours sur le manga. Après la monographie sur Otomo, j'ai choisi de parler de Taniguchi. Pourquoi ce choix parmi tous les grands auteurs de manga qui ont travaillé les dernières années? Pour deux raisons. La première, c'est d'ordre de liaison avec l'Europe. Taniguchi, c'est le mangaka qui probablement utilise une grammaire, un rythme et même une façon de travailler la plus proche de notre façon européenne. Deuxième chose, c'est pour une question un peu de, comment dire, valeur nutritionnelle. C'est très important de lire Taniguchi pour un auteur de bande dessinée, parce que Taniguchi, c'est un maître dans certaines techniques que quand on démarre avec la BD, on utilise le moins. Les silences, les séquences de contemplation, la psychologie décrite avec des touches, des petites touches, la choix des émotions moins fortes, mais des choses plus délicates. Tout ça, c'est vraiment la spécialité de Taniguchi. Alors, je vous dis quelques mots sur les débuts de son parcours, sans trop en parler, parce que là, pour ceux qui nous intéressent, c'est pas le plus important. Alors, Taniguchi, il a commencé dans les années 70. Alors, quand il a cherché du travail dans la bande dessinée, il s'est retrouvé à bosser pour des journaux pour adultes. Il faisait des trucs un peu érotiques, très violents. Mais lui, il avait grandi en lisant carrément Tetsuka, comme tout le monde, mais c'était vraiment la génération Garo. C'est quelqu'un qui a été très influencé par Tsuge. Même on a une des toutes premières bandes dessinées qu'il a fait, quand il était encore étudiant, c'est une espèce de version personnel de système vissé, non, de Nijinsky. J'espère ne pas prononcer mal, de Tsuga. Après, sa carrière l'amène à travailler avec, pardon, les deux scénaristes, qui sont un peu les scénaristes réguliers avec lesquels il a bossé, qui sont Sekikawa et Karibu Marley. Sekikawa, c'est l'auteur de Trouble is My Business. C'est un noir, c'est en quelque sorte un prototype du noir post-Gekiga. Si vous le regardez, c'est plutôt réaliste, c'est plutôt dans les coins sombres de la société. Attendez, je vous montre d'abord. Voilà. C'est un peu, non, une vision de la société un peu pas joyeuse du tout. Le protagoniste, c'est quelqu'un c'est un enquêteur qui est séparé de sa femme et de sa fille, donc il a plus contact avec les personnes qu'il aime le plus au monde. Et dans cette séquence d'introduction, vous voyez bien, il rentre chez lui, il y a la photo de sa femme et sa fille, et il se regarde au miroir, le miroir est cassé. C'est un type de narration très direct. C'est un bon BD noir, mais c'est surtout pour la technique de l'ancrage qu'il faut regarder, parce que c'est intéressant de voir dans Taniguchi l'évolution qu'il fait du début des années 80 à la fin. Là, vous voyez, l'ancrage est plutôt gras. Il a des masses noires, des taches, le trait assez épais. D'accord? Après, ça va changer beaucoup. Le travail qu'il fait avec Caribou Marley, bon, un exemple, c'est Blue Fighter, c'est une bande dessinée de boxe assez violente. Vous voyez encore cette caractérisation qu'il utilise un peu grotesque. C'est sa première façon de travailler. Au début des années 80, il développe aussi ce que sera une présence importante dans sa carrière, c'est la bande dessinée animalière. Alors ça, c'est toute une spécialité. Et ça montre bien la capacité de Taniguchi en tant que professionnel de faire face à des commandes, à des situations très variées. C'est un artiste qui peut se confronter avec un très grand nombre de genres et trouver un chemin, et s'il ne fera pas un chef-d'œuvre, il va quand même faire un travail de grand professionnel, même au début de sa carrière. Probablement pas les toutes premières années, mais dans les années 80, il commence déjà à être un professionnel qui a quelques assistants. Blanco, c'est une histoire d'une espèce d'arme biologique, que c'est ce chien qui traverse le nord, il tue plein de monde. C'est très très violent. Mais c'est surtout à la fin des années 80 que Taniguchi réalise son premier chef-d'œuvre. S'appelle Autant de Bochan. Voilà la couverture de la première édition française publiée par le Seuil. C'est encore une fois avec le scénariste Sekikawa. Alors, qu'est-ce que c'est Autant de Bochan et pourquoi c'est si important? C'est une espèce de, pourrait dire, manga littéraire, en quelque sorte, qui fait un portrait d'une époque du Japon qui s'appelle l'époque Meiji. L'époque Meiji, qui se termine en 1916,
C'est l'époque dont nous avons parlé dans le premier cours d'histoire sur le manga, quand je disais que les Américains débarquaient à la fin du 19e et ils ouvraient les commerces avec le Japon. Alors, il va de soi que si vous commencez une activité commerciale avec un échange commercial avec des autres pays, vous commencez des échanges culturels. C'était le cas dans le manga et c'était le cas dans tous les domaines de la culture et de la société. Donc, c'est une époque très importante pour le Japon. C'est l'époque de la transformation vers la modernité. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce Kikawa? Il choisit un écrivain, qui c'est un écrivain immensement connu au Japon, qui s'appelle Natsume Sosevi, qui a écrit ce roman qui s'appelle Bochan. Non, et c'est le monsieur avec la moustache que vous voyez aux couvertures. Et il fait un fresco historique autour de lui. Donc c'est lui et plein de gens qui tournent autour de lui. Au début, la bande dessinée est presque même didactique, en quelque sorte. Il donne beaucoup d'informations, il donne les dates, il y a beaucoup de noms. La lecture au début peut être un peu décourageante à cause de ça. Mais peu à peu, il montre vraiment sa véritable qualité poétique, car c'est un regard sur les gens, un regard sur les émotions, un regard sur les relations même entre des âges très différents, que c'était pas très fréquent en bande dessinée. Il y a une anecdote que c'est peut-être intéressant de savoir. Mon éditeur italien, il a découvert Bochan au Japon, car il a travaillé longtemps au Japon avec la Kodansha. Et quand il a ouvert la première fois Bochan, il est tombé sur une séquence très belle où il y a un bébé, un tout petit, un an, qui est dans les bras d'un homme plus âgé. Et il joue avec le nez de l'homme âgé, pendant qu'une demi-page, c'est ce bébé qui tire le nez du... Mais ce n'est pas grotesque la scène, c'est vraiment très tendre. Et lui, il m'avait dit, j'étais très touché par ça, parce qu'on voyait pas ce genre de choses. C'était un type d'émotion que avait pas trop de place en bande dessinée et qui là devenait centrale. Donc, cette écriture d'un fresco historique est très bien harmonisée avec une narration qui prend le temps pour certaines choses, surtout à la fin, et c'est surtout les derniers 2 tomes. Dans l'édition française, c'est 4 tomes. Après, il y a Bochan, c'est le travail de l'évolution graphique de Taniguchi, car il substitue la technique précédente, avec les noirs, les masses noires, un ancrage épais, avec la technique qui va le caractériser par la suite. Ça veut dire un ancrage léger, élégant, très arrêté dans la composition, une utilisation des trames avec des tonalités jamais trop foncées, beaucoup de blanc, beaucoup d'air. C'est un dessin très délicat. Et ça, il le réalise surtout à la fin. Cette transformation est complète à la fin de Bochan. Alors, c'est intéressant aussi parce que il y a l'apparition vraiment d'une idée de lumière. Ça veut dire que la lumière de l'époque, c'est une lumière que Taniguchi essaie de décrire avec cette espèce de luminosité pré-industrielle. C'est un monde propre, il n'y a pas de pollution. Donc tout a cette lumière un peu très belle qu'il arrive à faire avec les gris, le blanc et le gris. C'est aussi le travail de Taniguchi dans lequel émerge de façon prépondérante sa passion pour Yasujiro Ozu, le réalisateur japonais de Voyage à Tokyo. Chef-d'œuvre incontournable du cinéma japonais qu'il faut absolument voir. Dans un des entretiens très belles que Taniguchi a donné à Benoît Peters pour le livre L'homme qui marche, il fait même une petite liste des réalisateurs qu'il aime beaucoup. Je vous les cite, comme ça, si vous êtes curieux, vous pouvez les chercher. Carrément, il y a Ozu, Kurosawa, Mizoguchi. Mizoguchi, c'est l'autre un peu classique de référence qu'on trouve cité un peu partout. Après, il y a Kobayashi et Shindo. Ces deux-là, je les connais pas, j'ai pas vu leur film. Les années 90 approchent et un éditeur demande à Taniguchi de développer des histoires un peu de contemplation. Il lui dit, c'est vraiment une commande, c'est quand même bizarre ça. Il lui dit, écoute, Giro, je voudrais faire des histoires où il ne se passe pas grand chose, il y a des personnages, un personnage qui se balade et regarde le monde. Alors Taniguchi, il accepte la commande, là on est en 1990. Donc il a 43 ans
comment selon la vraie maturité, et il se met à écrire ses histoires tout seul, sans scénariste. Il fait la première, il va chez l'éditeur, il lui montre, et l'éditeur lui dit, mais il y a trop de dialogue, enlève le dialogue. Taniguchi rentre chez lui, la modifie, enlève pratiquement tous les dialogues, il arrive avec cette histoire, et l'éditeur dit que c'est parfait, c'est ce qu'il cherche. Il commence cette série de récits courts, L'homme qui marche. Alors, L'homme qui marche n'a pas un grand succès au Japon, même si une œuvre pas très très connue au Japon. Par contre, pour nous, c'est une œuvre centrale, car c'est à travers ce livre qui commence à être traduit, et c'est ce livre que sera un vrai choc pour les auteurs quand ils l'ont lu la première fois. Si vous, là, on va regarder ensemble une histoire pour voir la technique de Taniguchi, car c'est vraiment admirable. D'abord, bon, regardez l'équilibre, le blanc, la légèreté de l'ancrage. L'homme marche, une grande partie de l'espace de la composition, c'est le ciel, les bâtiments. Les bâtiments sont à la fois avec tous les détails réels de ce monde dans lequel le personnage il se balade, mais il n'y a pas une exagération de la laideur. Ouais, c'est une idée de monde lumineuse. Le personnage marche, là on le voit en petit, il croise, un groupe d'écoliers qui probablement sort de l'école, ils jouent la flûte, il les regarde, et après il y a une dame qui semble peut-être un peu perdue, elle marche. Là, lui il sort de la rue, vous voyez comment il choisit les cadrages, par exemple, le cadrage de cette première case. Vous voyez, ça c'est une technique très classique de la mise en page, placer un objet en premier plan et voir le protagoniste au fond. C'est quoi l'effet psychologique de ce cadrage? À la fois, ça donne dans ce cas un côté un peu d'hasard. C'est comme si on est nous-mêmes en mouvement. Après, il nous met dans une situation d'extrême dynamisme, car lui, c'est quelqu'un parmi les autres. On voit bien que c'est un homme dans un contexte, et nous, on le regarde de l'extérieur. Après, on se remet derrière lui, il continue de parcourir ce petite ruelle, il trouve un chat, et vous voyez, le chat, c'est toute l'action dramatique. Le chat, il a peur, comme fait n'importe quel chat, il s'éloigne, les deux se regardent, il continue à marcher. Ouverture avec la plastique qui couvre le bâtiment, car un bâtiment a été détruit. La vieille dame réapparaît, et là, vous voyez, ça c'est sans dialogue. Le passage de l'information est donné avec... D'abord, il y a cette très belle technique que lui il a de faire l'ombre avec le contour et le gris à l'intérieur. Vous voyez qu'il n'y a pas les décors tout le temps. Il y a vraiment, on dirait que quelle heure peut bien être. Les enfants sont sortis de l'école, c'est peut-être midi. Les gens sont en train d'aller manger. Il y a une lumière que... Je ne sais pas si c'est la fin de l'après-midi ou... Là, après, il continue sa marche, il se trouve dans une ruelle trop étroite, et regardez par exemple ce zoom qu'il fait avec détail à la fin. Vous voyez, il arrive à rendre dynamique une scène, à montrer une communication émotionnelle avec une espèce de petite suspense, sans tomber ni dans la caricature, ni dans l'excès. Ce n'est pas rien, tout ça, en termes de storytelling visuel. Et après, à la fin, voilà, cet échange. Là, il est là, il regarde la dame, qu'est-ce qu'il fout là, le type? Et lui, il fait un sourire, il sort, il rencontre à nouveau la dame, et les deux font un bout de chemin ensemble. Donc, très bien choisi le cadrage où il s'éloigne. Donc, il accompagne la dame, il s'éloigne, et il retombe sur les étudiants qui jouent la flûte. Et là, ça se termine. Alors, vous voyez bien que c'est construit comme une espèce de partition musicale. On a des éléments, des thèmes qu'il va introduire, faire disparaître, récupérer à la fin. C'est très bien structuré. C'est structuré avec aucun dialogue. Donc, c'est vraiment l'œuvre qui commence la maturité de Taniguchi et son succès d'estime pour le moment en France. La suite au prochain vidéo. À tout de suite.